que moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde, c'est la musique faisant partie du monde. Mais... Un élève assis, un enseignant qui se déplace, s'approchant ou s'éloignant de l'élève en fonction du déroulé du cours. Replacement d'une main, d'une jambe, d'un doigt, main sur le ventre pour faire sentir la respiration. Les contacts ne sont pas rares en cours d'instrument. Pas plus rare que ne l'est le positionnement de l'enseignant à moins d'1 mètre d'un élève. On ne va pas traiter ici de l'utilité, pourtant toute discutable, des contacts quand il s'agit de faire ressentir aux élèves des postures, des équilibres, des sensations, une respiration abdominale. Mais d'une autre question, de la proxémie, de l'anxiété et du consentement. La proxémie, c'est l'étude des distances sociales dans les relations interpersonnelles. Si l'on considère le milieu dans lequel évolue un élève comme tout ce qui agit sur l'élève et tout ce sur quoi l'élève agit, les objets de la classe comme la décoration, la disposition des acteurs et les auxiliaires pédagogiques, instruments, tables, bureaux, estrades, constituent le signe d'enjeux didactiques. La proxémie fait partie intégrante des éléments que nous devons prendre en compte, des éléments qui peuvent constituer des violences éducatives, générer des angoisses, des mal-être. La proxémie est un concept développé à partir de 1963 par Edward Twitchell Hall, un anthropologue américain, notamment dans un essai de 1966 intitulé « La dimension cachée ». Hall définit l'espace informel pour toutes les situations au cours desquelles les individus sont amenés à régler la distance physique entre eux. Hall postule l'existence de 4 types de distances. La distance publique, supérieure à 3,70 m, est utilisée lorsqu'on parle à des groupes. La distance sociale, entre 1,20 m et 3,70 m, est utilisée au cours de l'interaction avec des amis et des collègues de travail. La distance personnelle, entre 45 et 135 cm, est utilisée dans des conversations particulières. La distance intime, enfin, entre 15 et 45 cm, zone qui s'accompagne d'une grande implication physique et d'un échange sensoriel élevé. Ces distances correspondraient à des modes de communication qui caractérisent les interactions sociales quotidiennes et qui varieraient d'une culture à une autre. Mais les concepts de Hall sont discutés. Ces protocoles expérimentaux n'ont jamais été reproduits et certaines conclusions de Hall semblent aussi surprenantes que peu robustes quand il s'agit d'expliquer pourquoi 4 types de distances et pas 3 ou 5, et pourquoi il a retenu ces distances précises-là par exemple, ou quand il prétend que dans certaines cultures, il n'y aurait que 2 niveaux proxémiques, c'est-à-dire moins que chez les primates ou les oiseaux, où il en postule 4 comme chez l'humain. De nombreux chercheurs se sont penchés sur cette question et ont presque tous obtenu des résultats expérimentaux différents, chacun proposant sa propre définition de l'espace personnel. Roger Lécuyer a dénombré 16 définitions de l'espace personnel, toutes différentes. Les nombreux chercheurs du domaine y voient également des causes très différentes. Lécuyer distingue 4 courants théoriques dans l'étude de l'espace personnel. Le premier est le plus influent, mais pour lui le moins clair. Il est centré sur la défense de l'individu et pourrait se résumer ainsi : l'espace personnel serait un instinct. Le second repose sur l'idée que la distance physique est l'expression de la distance sociale. On se situerait donc d'autant moins loin de son interlocuteur qu'on serait proche socialement de lui. Le troisième courant est relié à la théorie de l'apprentissage social. L'espace personnel serait donc une norme sociale. Enfin, le quatrième courant, que l'on a appelé la théorie de l'équilibre, est centré sur la communication. La distance interpersonnelle serait un élément de la relation, un élément de la communication interpersonnelle. Au final, peu d'études réellement reproductibles, discutables, falsifiables. Pas de consensus scientifique dans ce domaine donc. Nous nous bornerons donc à ce qui paraît être du domaine du consensus scientifique. C'est le cas des études sur la proxémie d'apprentissage, qui ont montré quelles étaient les situations spatiales favorisant certaines situations d'apprentissage en collectif. L'effet Steinzor met en évidence la prédisposition à la communication de 2 individus se retrouvant face à face, et ce de manière encore plus évidente s'ils font partie d'un groupe sans leader. Dans un groupe de discussion réuni en cercle, la fréquence des communications par 2 individus augmente avec la distance existant entre eux. Plus les individus sont situés les uns en face des autres, plus leurs échanges sont nombreux. Les élèves interagissent davantage en mode lointain lorsqu'ils sont centrés sur la tâche, mais ils se tournent vers leurs voisins proches lorsqu'ils sont plutôt en situation de pause. Dans les situations socio-constructivistes, plus l'enseignant est loin de l'espace des élèves, plus ceux-ci sont en situation d'échange, d'élaboration et d'autonomie par rapport aux consignes.
A l'inverse, plus l'enseignant est proche, moins les élèves sont en interaction avec les autres, et moins ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils respectent davantage les consignes de l'enseignant. On se place différemment selon la tâche à accomplir. Dans une situation de coopération, les individus se placent généralement côte à côte pour partager le matériel et les idées. Dans une situation de compétition, les individus préfèrent s'asseoir l'un en face de l'autre, le fait de se regarder facilitant cette compétition. À la place du concept mal défini d'espace personnel développé par Hall et centré sur l'individu, on lui préférera donc celui de distance interpersonnelle qui introduit la notion de distance entre individus en fonction d'un contexte. Quand il y a présence de deux personnes, cela se passe dans un lieu. Il y a des raisons à cette coprésence. En bref, il y a un contexte social et spatial. Ces personnes communiquent ou ne communiquent pas. Si elles communiquent, la distance interpersonnelle est intégrée dans le processus de communication. En tant qu'enseignante ou enseignant, nous organisons en partie le milieu dans lequel les élèves vont évoluer. Notre gestion de l'espace interpersonnel et l'anxiété qu'il peut générer en fait donc pleinement partie. La distance interpersonnelle n'est pas un phénomène en soi, que l'on peut étudier isolément, et il serait vain de vouloir, à l'image de Hall, définir un métrage précis correspondant à des types différents de distance interpersonnelle. Cet espace est le résultat d'une interaction entre l'expérience antérieure et le contexte. Or, nous n'avons que peu de moyens pour connaître les expériences antérieures de nos élèves. Une élève qui avait subi en tant qu'employée de banque un hold-up souffrait d'une angoisse post-traumatique dans des situations pédagogiques où quelqu'un s'approchait d'elle à moins de 3 mètres, ou même la regardait fixement. L'attention de l'équipe pédagogique était alors aiguisée, et tous étaient attentifs à ce qui pourrait générer de l'angoisse chez cet élève. Mais outre ces cas très particuliers, il est difficile de préjuger de l'anxiété des élèves en fonction de la distance interpersonnelle que nous établissons avec eux, et a fortiori si on les touche. D'autant moins si on ne se pose pas la question. Sommes-nous plus habiles à définir le contexte ? Celui qu'offrent nos cours, sans doute, même si des choses peuvent nous échapper, comme la nature exacte des relations interindividuelles entre plusieurs élèves, par exemple, et leurs conséquences sur leur potentielle anxiété, ou la résonance de certaines situations, ou de certaines phrases ou mots en fonction d'un vécu des élèves que nous ne connaissons pas forcément. Mais le contexte ne s'arrête pas là, car c'est aussi celui dans lequel se trouve l'élève, à l'heure où il vient prendre son cours. Et il y a fort à parier que nous ignorons tant de choses de ce contexte, et a fortiori si on n'y prête pas attention, qu'il peut revêtir un rôle prédominant dans l'appréciation qu'aura l'élève de l'espace interindividuel dans lequel il se sentira en sécurité ou non. Pour illustrer, si Virginie a été frappée au collège par une autre élève à 13h, la distance interpersonnelle à laquelle elle se sentira bien à 18h sera probablement plus grande que la semaine d'avant. Argyll et Dean en 1965 ont montré qu'en cas de proximité excessive, la fréquence du regard diminue, ce qui peut être interprété comme une défense, le rétablissement d'un équilibre, un procédé pour remettre de la distance et faire baisser l'anxiété. De la même façon, un contexte intime a tendance à augmenter la distance interpersonnelle en situation expérimentale où les sujets ont la possibilité de définir eux-mêmes cette distance. On se tient plus loin d'une personne dans une pièce que dans un lieu public. Les distances d'interaction varient également selon les statuts de l'interlocuteur. En effet, on ne se place plus loin d'un supérieur ou inférieur hiérarchique que d'un père. Ainsi, il existe une relation entre la distance sociale et la distance spatiale. La distance interpersonnelle dépend aussi de l'angle. 2 personnes pourront se tenir plus près l'une de l'autre si elles sont côte à côte que si elles sont face à face. La distance interpersonnelle, qui peut générer de l'angoisse chez l'élève, est donc multifactorielle et inégale dans le temps. À nous d'y apporter une attention particulière, à commencer par l'observance d'une distance minimale et de l'attention portée aux signaux, même faibles, de gêne ou d'inconfort. Concernant le toucher, c'est encore pire, tant le souvenir traumatique de l'élève peut nous échapper. Le souvenir ou l'actualité. Une étude de l'IFOP de 2019 pour l'association Mémoire Traumatique explique que les enfants violés ou agressés sexuellement ont en moyenne 10 ans et sont à 83% des filles, que la victime qui parle n'est protégée que dans 8% des cas et que l'agresseur, à 90% un homme, n'est éloigné de sa victime que dans 6% des cas. L'étude montre aussi que 69% des victimes finissent par en parler, en moyenne 12 ans après les faits. Ces chiffres nous disent une chose. Nous avons potentiellement la possibilité d'avoir en face de nous des élèves subissant ce type de violence ou de crime.
Au-delà de la protection des élèves dont nous avons parlé dans l'épisode 3, on ne peut présager de l'effet qu'aura un contact physique avec un élève. Et on devrait s'en tenir dans ce domaine au principe de précaution, en ne touchant jamais les élèves afin d'être certain de ne générer aucun ressenti de violence, d'intrusion, d'insécurité. Au-delà, nous avons un rôle d'éducateur. Apprendre à un enfant que son corps lui appartient et que personne ne peut en disposer comme bon lui semble, quel que soit le prétexte ou le contexte, fait partie de notre métier. L'éducation au consentement des autres commence par le respect de son propre consentement, de sa propre intimité, de son propre corps par les autres. Tous ceux qui sont perçus à juste titre par l'enfant comme des référents éducatifs en ont la singulière responsabilité. Le repositionnement d'un corps est un geste violent et inutile, parce que la posture instrumentale ne s'obtient jamais par une intervention mécanique exogène. Il faut la bannir des pratiques de notre profession. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde. C'est la musique faisant partie du monde, mais